1715. On a cru devoir remonter jusqu'à ce jour, 15 août 1715, auquel jour le roi Louis XIV, s'étant trouvé mal, on célébra la messe dans sa chambre. Le 18 juin précédent, Sa Majesté, pendant son souper, dit « Si je continue de manger d'aussi bon appétit que je fais présentement, je ferai perdre quantité d'Anglois qui ont fait de grosses gageures que je dois mourir le premier jour de septembre prochain. » Le 18 d'août, l'ambassadeur de Portugal fit à Paris son entrée publique, qui se trouva la plus superbe et la plus magnifique qui se fût vue depuis longtemps. Son premier et principal carrosse, qui revenait à une somme de 160 000 livres, étoué d'un nouveau dessin, où il semblait que l'art s'était épuisé pour la beauté et la richesse qui est éclatouée partout, avec des aigrettes de filets d'argent dorés au-dessus des pommes de l'impériale. Ce carrosse était suivi de 4 autres, tous les 5 à 8 chevaux chacun, dont le crin était orné de nœuds de rubans verts, blancs et jaunes. Il y avait 16 valets de pied et 6 pages à cheval. Les pages avaient des habits de velours orangé, enrichis de galons d'or et d'argent fort larges, avec des vestes d'étoffe d'or très riches. Les valets de pied étaient presque aussi richement vêtus. On assurait que les habits des pages, des valets de pied, des 2 Suisses à cheval, des 5 cochers et des 5 postillons revenaient à la somme de 200 000 livres. Le principal carrosse, après avoir servi à l'entrée et à la première audience du roi à Versailles, fut emballé et transporté par mer à Lisbonne pour servir à la reine de Portugal. Cet ambassadeur, à mesure qu'il avançait dans les rues de Paris, en faisant son entrée, jetait des médailles d'argent au peuple, et principalement sur les échafauds remplis de monde, et aux fenêtres des premiers appartements où il remarquait des personnes qui lui plaisaient. Quelques jours auparavant, il avouait fait frapper ces médailles au balancier du Louvre. On y voyait d'un côté le portrait du roi de Portugal, son maître, et de l'autre un olivier aux branches duquel était une vigne entrelacée, avec cette devise « Nectit et firmat », avec 2 couronnes à côté qui représentaient celle du Portugal et celle du Brésil. Cet ambassadeur, étant arrivé à l'hôtel des ambassadeurs extraordinaires de la rue de Tournon, au faubourg Saint-Germain, fit quelques difficultés d'y rester à cause de la puanteur insupportable que les Persans y avaient laissée par leur malpropreté et par leur superstition ridicule. Comme ces infidèles avouaient scrupule de s'exposer dans les lieux communs de cet hôtel, quoique très propre et très commode pour cet usage, ils jetaient leurs ordures dans un tonneau qui s'en était trouvé rempli dans un coin de la maison. L'ambassadeur de Perse, pour faire place à celui de Portugal, fut logé dans une maison de Chaillot avec sa suite et, après avoir eu son audience de congé du rouet, il partit le 28 pour aller s'embarquer à Marseille. Le 20, le rouet se sentait toujours incommodé et fort faible, on disait même qu'il gâtait son linge sans s'en apercevoir. L'ambassadeur d'Angleterre partit de Paris par ordre du rouet son maître, que l'on disait mécontent de ce que l'on continuait à fortifier le fort de Mardyk, qui est peu éloigné de Dunkerque. Les autres seigneurs anglois avaient aussi reçu ordre de repasser en leur pays pour la même raison. Le premier président, le procureur général et les avocats généraux du Parlement eurent ordre du rouet de travailler conjointement à une déclaration pour saisir le revenu temporel de monsieur le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, et des autres évêques et bénéficiers de son parti,
en cas qu'ils voulussent persister à ne point accepter la constitution unigenitus, purement et simplement, de la même manière que l'Assemblée générale du clergé de France l'avouait reçue. Le 21, le roué continuait d'être incommodé d'un grand dévouement avec de la fièvre et ayant les jambes fort enflées. On attribuait sa maladie à ce qu'il avouait été exposé pendant plus de 3 heures à l'ardeur du soleil 10 jours auparavant, à cheval, en faisant la revue des troupes qui étaient campées dans la plaine de Marly, dont il se trouva fort échauffé, et de ce qu'à son retour à Marly, il avouait manger environ 40 figues et bu ensuite 3 grands verres d'eau à la glace. On établit alors 200 chevaux de relais depuis Versailles jusqu'à Bourbon-l'Archambault pour en apporter des eaux minérales avec diligence, afin d'en faire boire au roué et pour lui servir de bain, lesquelles eaux étaient voiturées sur 6 grandes charrettes que M. d'Argenson, lieutenant général de police à Paris, avouait eu ordre de faire partir, à raison de 25 livres par jour pour chaque charrette. Le 23, le roué continuant d'avouer de la fièvre, on lui faisait prendre du quinquina. Il était déjà si amaigri et si fondu qu'on avouait été obligé de rétrécir son habit et sa culotte de plus de 4 douées. On cessa de faire venir des eaux de Bourbon, les médecins ayant jugé que le bain ne faisait qu'affaiblir le roué. L'ambassadeur de Portugal étant allé le 22 à Versailles avec ses équipages pour avouer audience, et n'ayant pu l'obtenir à cause du mauvais état du roué, il laissa ses 2 plus beaux carrosses chez Monsieur Bontemps, gouverneur de Versailles, et s'en retourna avec le reste de ses équipages à Paris. Le 24, sur les 8 heures du soir, le roué, ayant paru sur le balcon d'une fenêtre de son appartement et ayant été aperçu par un grand nombre de personnes, on se mit à crier de joie « Vive le roué !» à plusieurs reprises. Le roué les salua 3 fois en ôtant son chapeau et dit à chaque fois assez hautement « Messieurs, je vous en remercie de bon cœur !» Le 25, jour de Saint-Louis, sur les 9 heures du soir, la fièvre ayant repris au roué avec violence, on le mit au lit, et entre 11 heures et minuit, on lui administra le saint viatique, comme il l'avouait souhaité, et qu'il reçut avec des sentiments de grande piété, ce qui édifia beaucoup tous ceux qui étaient présents. Dans toute cette journée de la fête de Saint-Louis, il n'y eut aucune réjouissance à Versailles, et les eaux ne jouèrent pas dans le parc. Le 26, Monsieur le cardinal de Noailles fit exposer le Saint-Sacrement de l'autel en l'église Notre-Dame et dans toutes les autres églises de Paris, afin d'obtenir de Dieu le rétablissement de la santé du roué, qui avouait très mal passer la nuit, tout en continuant d'avouer très bon jugement et très bonne connaissance. Sur les 2 heures après-midi, on le vit si mal et si abattu par l'ardeur de la fièvre qu'on le crut à l'agonie et sur le point d'expirer. Le matin, ayant fait venir dans sa chambre monsieur le duc d'Orléans et tous les princes du sang, il leur recommanda et les pria même instamment d'être tous en bonne union pour leur avantage particulier et pour la tranquillité du royaume, et de travailler tous conjointement à chercher sérieusement les moyens de soulager le peuple après sa mort, disant n'avoir pu le faire de son vivant, comme il l'avouait résolu, ce dont il était très fâché. Le roué fit ensuite un codicille qu'il écrivit et qu'il signa de sa main, par lequel il déclarait monsieur le duc d'Orléans régent du royaume, comme premier prince du sang royal et neveu de sa majesté, jusqu'à la majorité de monseigneur le dauphin, duc de Bretagne,
qui avouait alors 5 ans, étant né le 15 février 1710. Le Parlement de Paris, tuteur de ce jeune prince, monsieur le duc du Maine, subrogé tuteur et surintendant de son éducation, monsieur le maréchal de Villeroy, gouverneur de la personne de ce jeune prince, au-dessous de monsieur le duc du Maine, madame la duchesse de Ventadour, gouvernante sous madame la princesse de Conti, la douairière, monseigneur l'évêque de Fréjus, pour précepteur, et le père Tellier, jésuite, pour confesseur, et monsieur Vitement, sous-précepteur, qu'il avouait déjà été de monseigneur le duc de Bourgogne, de monsieur le duc d'Anjou, roi d'Espagne, et de monsieur le duc de Berry. Voilà ce qu'on écrivait alors de Versailles. Par le même codicille, le roi déclare nul le testament qui fut porté par son ordre au Parlement en 1714, et ordonne qu'en conséquence il sera brûlé et jeté au feu sans être lu ni ouvert, pour ne pas donner, dit-on, lieu à aucun ressentiment à monsieur le duc d'Orléans, qui n'était pas établi régent par ce testament, et pour étouffer toute semence de guerre civile dans le royaume, selon que monsieur Voisin, chancelier de France, avouait représenter au roi avec beaucoup de sagesse. Le roi, étant revenu d'une espèce d'agonie, souffrait beaucoup et ne pouvait s'empêcher de le témoigner. Le sang s'étant corrompu dans les veines, la gangrène se mit dans une jambe et gagna la cuisse droite, qu'il fallut ouvrir en coupant toutes les chairs pourries. Monsieur Fagon et autres médecins croyaient d'abord que c'était une goutte sciatique qui causait les douleurs que le roi sentait dans cette partie. Enfin, monsieur Maréchal, premier chirurgien, après avoir enfoncé 2 fois sa lancette dans la jambe, et le roi n'en ayant rien ressenti, il enfonça plus avant sa lancette, ce qui fit crier le roi, et en fit sortir quantité d'eau rousse et puante qui fit juger que la partie était gangrénée, et fit déterminer cet habile chirurgien à retrancher les chairs vicieuses. On arrêta tous les courriers, avec défense au bureau de la poste de louer aucun cheval ni autre voiture à qui que ce fût, sous peine de la vie, sans ordre par écrit signé de monsieur le duc d'Orléans. Ainsi les lettres pour Rome et autres pays étrangers restèrent au bureau de la poste pendant toute la semaine, ce qui s'était pratiqué à Londres durant la maladie dont la reine Anne mourut. La nuit du 27 au 28, le roi se trouva si mal qu'on ne croyait pas qu'il dût passer la journée, ce qui fit que monsieur le duc d'Orléans envoya ordre à monsieur d'Argenson de faire poser les lanternes par toutes les rues de la ville et des faubourgs de Paris, pour y mettre le soir des chandelles allumées, en cas qu'on fût obligé de conduire monseigneur le dauphin à Paris, à quoi les vitriers travaillèrent sans relâche, parce qu'elles ne devaient être posées que le 1er jour de septembre. Le roi se trouva considérablement soulagé par des plantes qu'un médecin de Beauvais avouait appliquer sur sa jambe et sur sa cuisse, la gangrène en ayant été arrêtée par ce moyen. Le Saint-Sacrement était exposé toute la journée dans toutes les églises de Paris, qui se trouvaient remplies de toutes sortes de personnes qui imploraient le secours du ciel pour le rétablissement de la santé du roi. Monsieur le cardinal de Noailles, ayant écrit une lettre au roi sur sa maladie, sa majesté lui fit réponse qu'elle lui s'avouait bon gré de la part que son éminence prenouait à sa maladie, et qu'il était bien fâché d'avoir été obligé de procéder contre lui et contre les évêques de son parti. Le 30, le roi se trouva encore plus mal. Ayant alors fait venir dans sa chambre les princesses et les dames de la cour, il leur dit adieu pour toujours, aussi bien qu'à madame de Maintenon, à laquelle il enjoignit de se retirer sur-le-champ à l'abbaye ou maison de Saint-Cyr.
ce qui ne put se passer sans répandre beaucoup de larmes de la part des princesses et des autres dames. Le rouet, cependant, ordonna de plus de quelle manière le petit rouet, en parlant de monseigneur le dauphin, depuis que sa majesté s'était vue au lit sans espérance de s'en relever, devait être vêtu de deuil, et la longueur de son manteau après sa mort, de quelle manière les appartements devaient être meublés au château de Vincennes, et comment les fourriers devaient marquer des logis dans une partie des maisons de Vincennes et de Montreuil, pour les officiers qui ne pourraient pas avouer de logement au château de Vincennes. Il ordonna ensuite aux princes et aux seigneurs de la cour de commencer à faire préparer leurs carrosses et leurs équipages de deuil, et leur conseilla de ne point attendre sa mort pour le faire, afin que les ouvriers eussent le temps d'y travailler et pussent le faire avec moins de fatigue. Il parut alors étonnant, et on ne peut encore assez admirer comme ce grand monarque pensait à toutes choses, et y pourvoyait malgré le mal qu'il souffrait, et comment, au milieu des douleurs les plus cuisantes, il ne laissait pas de penser et de pourvoir à tout, et d'envisager la mort, quoique prochaine, d'un œil aussi tranquille et d'un jugement aussi sain que s'il avouait encore eu un grand nombre d'années à vivre, ce qui augmentait aussi beaucoup le regret que chacun avouait de perdre, et qu'on a encore d'avoir perdu un aussi bon prince. Madame la duchesse de Berry, Madame la duchesse d'Orléans, sa mère, et monseigneur le duc de Chartres se retirèrent sur le soir à Saint-Cloud, vivement pénétrés de douleur. Le 30 et le 31, tous les appartements du château de Versailles demeurèrent fermés et impénétrables. Le 30, le rouet recommanda instamment à monsieur le duc d'Orléans de faire élever le petit rouet au château de Versailles comme le lieu le plus propre, le plus commode et le plus magnifique que l'on pût souhaiter, n'y ayant, disait-il, plus rien à faire et peu de dépenses pour l'entretenir avec peu de soin.